مساء الخير للجميع، مساء الخير للجميع. مرحبا بكم في العدد الجديد من الجبهة. المغرب بلد سريع التطور، شهد تغيرات عميقة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمجتمعية، ولكن كما هو الحال في أي مجتمع نابض بالحياة والحيوية فإنه يثير الجدل والجدل. يتحدث الناس وأحيانا يتشاجرون كثيرا. إن المجتمع المغربي متجذر بعمق في تاريخه وتقاليده، بس ذاكرتكم مفتوحة أيضا على العالم الخارجي كدولة مضيفة للمهاجرين ومكان للهجرة، حيث تتقاطع عدة تيارات اجتماعية وتجتاح شبح المحافظين أو الحداثة بالكامل، وهذا يخلق خلافات يتم حلها في نهاية المطاف سواء في القانون أو في الممارسة. التصالح بين التقاليد والحداثة والجدلية المحافظة والتقدمية تجعل الأمور تدريجيا بهدوء أو بصوت منخفض، ولكن بموافقة الجميع. في هذا البرنامج عن علمانة المجتمع المغربي سنجري نقاشا بين مثقفين ربما ينتميان إلى معسكرين إذا كان بإمكاننا تسميتهما معسكرين، وسنحاول مقارنة وجهات نظرهما. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba. Vous êtes écrivain et vous êtes aussi militant de droits humains, bien connu sur la scène sociale et sociétale marocaine. Merci d'être avec nous. Docteur Talal Hello, bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi connu dans la sphère économique et financière. Vous êtes professeur, vous êtes auditeur charia certifié AOIFI. AOIFI, bon, l'acronyme est en anglais, c'est le principal organisateur dans le monde pour les normes de la finance islamique. C'est bien ça. Exact. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages sur la finance islamique. Merci à vous d'être avec nous. Alors, on va commencer d'abord par la projection de notre sujet sur la sécularisation ou non de la société marocaine, et on démarre notre débat aussitôt après. À tout de suite. في المغرب كثيرا ما نتحدث عن اليسار واليمين، لكن الانقسام الحقيقي اجتماعي وليس سياسي، ويعارض كل من التقدميين والمحافظين. وبموجب دستوره فإن المغرب دولة عربية وأمازيغية وإسلامية ذات هويات متعددة. هذا التنوع يغذي النقاش في المجتمع. البلاد تتطور عالميا، لكنها تواجه رؤيتين متعارضتين محليا، حيث يبحث التقدميون عن العدالة الاجتماعية باستخدام المساواة بين الجنسين، بينما يلتزم المحافظون بالتقاليد والدين كحجج. في التعليم معركة بين الدين والتربية المدنية تثير سؤالا حول لغة التعليم، أما في المال تجد مواقف متباينة تجاه القروض. وفي ظل الحريات الفردية يتحاور المجتمع حول تعديل القوانين الثقافية والاجتماعية. ومن بين القضايا الجدلية كفن توتو يتباين النقد حول مفهومه الحقيقي. كذلك تتعارض الآراء بشأن حظر أو تنظيم وصول الشباب إلى الإنترنت. جميع هذه القضايا ستكون محور نقاش موسع قريباً. C'est Ahmed Assid, commentaire sur le sujet. Certes, le Maroc essaye de gérer sa diversité, essaye de maintenir des équilibres internes entre toutes les tendances. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette phase de l'histoire que nous traversons, il y a de nouvelles questions, de nouveaux paradigmes. Il y a également un avenir inconnu qui pose beaucoup de questions, avec beaucoup de craintes, beaucoup d'anxiété et aussi beaucoup de violence. Donc je crois que le grand capital pour les Marocains, c'est le débat national. C'est le débat public national. C'est un capital qu'il faut conserver. Il faut rester unis et laisser le dialogue entre toutes les tendances pour qu'ils se rapprochent, pour qu'ils échangent également. Parce que le Maroc, ça a été, à travers son histoire, un carrefour de civilisation, de langue, de religion. Et c'est à travers ce dialogue-là que le Maroc a su consolider sa cohésion sociale jusqu'à présent. De la discussion, j'ai la lumière, disaient les anciens. Absolument. On peut résumer votre propos. C'est Talal Hello.
Alors moi j'aime beaucoup la rigueur, du coup il y a un terme qui a attiré mon attention, c'est se transforme. Est-ce qu'on se transforme ou est-ce qu'on est transformé? C'est-à-dire par exemple on a parlé de l'immigration, d'un point de vue libéral, il n'y a aucun problème à ce que toutes les cultures se mixent, à ce qu'il y ait une déculturation, ça ne pose pas de problème. Mais en réalité les conséquences sont là, on les remarque, on a un certain nombre de phénomènes qui sont liés à cela, comme la violence dans certains quartiers, la diffusion de drogue, parfois des églises clandestines qui posent problème, et aussi la question qui a été évoquée de progressisme. Moi, je pense que le musulman est par définition progressiste. C'est-à-dire que dans tout ce qui est domaine de l'innovation, que ce soit économique, sociale, politique, etc., le principe c'est que tout est permis, jusqu'à preuve du contraire. Mais est-ce qu'on va aller dans ce progressisme jusqu'à ce que disait Russell, Bertrand Russell bien sûr, que vous connaissez, est-ce qu'il disait il faut détruire la religion? Est-ce qu'on va aller avec le progressisme jusque-là? Et est-ce que tout progressisme est bon? Et là je relève une intervention qui avait attiré mon attention de si Ahmed Hassid, qui disait qu'effectivement, on pratique de la pression à l'intérieur, mais il nous faut de la pression extérieure. Donc moi, j'aimerais lui poser la question, cette pression extérieure, dans quelle mesure on peut demander de la pression extérieure sur notre pays? Parce que la pression, en général, c'est contre quelque chose. Donc pourquoi demander de la pression extérieure? Quel modèle a-t-on? Vers quel modèle veut-on aller dans un modèle de société, justement, dans lequel il y a ce débat? J'aurais bien aimé répondre à cette question, mais elle ne m'est pas adressée. Vous adressez à vous, Ahmed Hassid. Oui. Non, je n'ai pas parlé de pression de l'extérieur. J'ai parlé de la responsabilité des Marocains à, c'est-à-dire, consolider leur union nationale, c'est-à-dire le débat interne entre Marocains et Marocains. L'extérieur, c'est autre chose. Mais je crois que le grand capital, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est le débat public et national. Et ce dialogue national, on doit le maintenir parce qu'il y a des forces qui essaient de le casser, des forces de l'intérieur, je ne parle pas de l'extérieur. Et bien entendu, si on arrive à maintenir ce débat entre nous, on pourrait arriver à des conclusions qui sont très intéressantes au profit de notre pays. Quand vous dites des forces à l'intérieur qui essaient de le casser, vous pensez à qui? Je pense à toute cette violence, parce que depuis l'apparition des réseaux sociaux, tout le monde a la liberté de parler, c'est un aspect de démocratie, que tout le monde s'exprime librement, mais malheureusement, il s'exprime sans responsabilité. La liberté est liée à la responsabilité, il y a des limites. On ne peut pas se donner le droit de tout casser, parce que j'exprime mon opinion. Je peux exprimer mon opinion pour construire quelque chose, mais pas pour détruire ce qu'on a déjà construit. D'accord. Vous savez, je pense que la pression extérieure, docteur El-Helou, c'est aussi le fait que la société marocaine soit ouverte sur l'extérieur et que nous avons forcément, il y a une dialectique avec l'extérieur qui se passe. C'est peut-être ça ce qu'on peut considérer comme une pression. Alors, on passe à notre... En fait, oui. Excusez-moi, mais je faisais référence à une interview que M. Hassid avait eue dans une radio, pas la discussion d'aujourd'hui. D'accord. Il disait qu'on fait de la pression intérieure, il nous faut de la pression extérieure. Maintenant, je comprends. Alors, j'aimerais bien clarifier ce point, si vous voulez. Après, on va passer aux autres. Non, mais la réponse était tout à fait claire. Était bonne. Alors, on passe à notre première question. Alors, c'est la Constitution marocaine qui dit en son article 19, en deux parties. Là, selon l'article 19, je vais vous lire deux parties. La première, c'est « L'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental. » Deuxième, l'État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Alors, est-ce que cette parité est respectée? Est-ce qu'elle doit l'être? Écoutez, on a un principe en islam, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette égalité est totale, est absolue? Bien sûr que non. On a des choses dans la Constitution, dans la loi, qui limitent cette égalité, comme par exemple le congé parental, la pension, nafaqa, le mut'a, des choses comme ça qui font que de toutes les manières, il n'y a pas une égalité totale. Elle est donc cadrée. Par exemple, on n'a pas à vendre à un musulman de l'alcool. Les musulmans, selon le code des obligations et des contrats, ne peuvent pas faire un prêt à intérêt entre eux. Donc pour être un petit peu clair, il faut se poser la question sur quel référentiel on est quand on a cette demande d'égalité. On a des institutions capitalistes internationales qui veulent plus de production, qui veulent plus de consommation. Et pour eux, le fait de faire sortir la femme sur la sphère publique et professionnelle est nécessaire, comme disait Rockefeller, pour avoir plus de taxes, entre autres, mais aujourd'hui pour avoir plus de crédit, pour avoir plus de consommation, etc.
Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne des taux de divorce qui explosent, et là, ce sont les statistiques qui parlent. On a des taux de célibat qui explosent, on passe de 42% en 2011 à 70% en 2019, 8 millions de célibataires, et en pratique, la femme, en réalité, elle est épuisée, parce qu'elle a beaucoup de pression dans cette égalité. Non seulement elle doit jouer le rôle de l'homme, en plus de cela, elle doit être jolie comme dans les affiches publicitaires, ça doit être une bonne ménagère, ça doit être une très bonne épouse, ça doit être une femme efficace au travail avec le leadership qu'il faut, ça doit être une très bonne maman. Aussi pour l'homme, donc ça fait qu'en réalité, il y a une explosion interne. Et ça rend beaucoup de tension dans les foyers. C'est pour ça qu'on a une étude de Stevenson de l'Université de Michigan en 2008 qui montre qu'avec l'augmentation de l'égalité homme-femme, le bonheur des femmes diminue. C'est-à-dire que les femmes sont de moins en moins heureuses depuis les années 70. Et donc, pour rester dans le cadre des études scientifiques, on se pose la question. Est-ce que cette égalité est réelle d'un point de vue chimique et biologique? Non. Les neurosciences ont montré que les interactions, les hormones qu'on sécrète sont différentes et l'impact des hormones sur le cerveau et même la formation du cerveau est différente. Donc l'homme, par exemple, sécrète 17 fois plus de testostérone. L'hormone du risque, l'hormone du désir, l'hormone de la musculature, ça a des implications. Donc est-ce qu'on veut une égalité absolue? On aura autant de femmes que d'hommes dans les prisons, dans les travaux pénibles, dans les travaux dangereux, dans le crime? Non, on a une réponse du Coran. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. Donc ليس الذكر كالأنثى, on a deux versets. Et c'est là où on pose la question, quel est notre référentiel? Qu'est-ce qui va nous cadrer? Est-ce qu'on va être dans les constantes que vous avez mentionnées dans l'article 19 de la Constitution, c'est-à-dire que tous les règlements internationaux, etc., que le Maroc a signés sont cadrés à la fin par les constantes de la nation? Ou bien on va être dans ce que disait Nietzsche, le prophète de la postmodernité, qui disait il faut une rupture avec les traditions millénaires. Abdullah al-Aroui le répétait aussi, parce que c'était un grand adepte de Nietzsche, désacralisant, je cite Nietzsche encore, la vertu, la raison, la justice, la pitié. Donc ce qui est bon, c'est ce qui est fort, c'est ce qui est survie. Et là, j'aurais une question, notamment dans le cadre de la modernité, c'est l'une des égalitaristes les plus connues, Simone de Beauvoir, disait « Tant que le mythe de la famille et de la maternité subsiste, la femme ne sera pas libérée ». Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec ce genre de propos de Simone de Beauvoir? Alors, ça c'est votre référentiel, vous êtes parti sur votre référentiel et j'en retiens globalement, si je devais résumer les choses, synthétiser les choses, que le bonheur de la femme est inversement proportionnel à l'égalité qu'elle peut avoir avec l'homme. C'est bien. C'est pas moi, c'est les études de l'Université de Michigan. Bon, ouais, disons que je peux synthétiser globalement votre propos sur ça, c'est Ahmed Assid. Je crois qu'il ne faut pas justifier la discrimination. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour justifier des idées discriminatoires. L'égalité, aujourd'hui, c'est l'une des valeurs les plus recherchées à travers le monde entier, dans toutes les sociétés. Tout le monde rêve de cette égalité, c'est-à-dire les gens sont contre la discrimination. Sont contre être lésés dans leurs droits ou se sentir inférieurs aux autres, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, l'article 19. L'article 19, c'est le fruit de longues années de militantisme et de travail institutionnel. On n'est pas arrivé à l'article 19 comme ça. D'abord, il y a eu 2004. Et le Code de la famille, c'était pour la première fois une grande avancée vers l'égalité des sexes dans notre pays. Et 2004 a facilité, c'est-à-dire la rédaction de l'article 19 en 2011. L'article 19, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes dans les droits économiques, sociaux, politiques, culturels et environnementaux. C'est important. Oui. Pour nous, c'est un grand acquis. Et la parité également. Bien entendu, la parité, ce n'est pas l'égalité, mais c'est un moyen. Parce que vous avez posé une question intéressante. Est-ce que c'est nécessaire de faire cette parité, de la réaliser? Je crois que oui. Parce que la parité facilite, c'est-à-dire l'évolution de la pensée citoyenne, surtout chez les hommes. Quand on voit des femmes dans un conseil, un grand nombre de femmes, presque 40%, 45%, 50%, ça change un peu les mentalités des hommes, qui sont un peu très archaïques. Je parle du Maroc. Et en même temps, ça permet à la femme de montrer sa
c'est-à-dire ses capacités, hein, sa compétence. Hein. Par exemple, si on prend un parti politique et que dans le bureau, il n'y a que des hommes, et dans la commission centrale, il n'y a que des hommes, par exemple, comment est-ce qu'on peut découvrir les grandes compétences de femmes dans ce parti politique? Impossible. Il faut leur donner l'occasion pour qu'ils travaillent au sein du parti, pour qu'ils produisent des idées politiques, pour qu'ils participent au débat, pour qu'ils président des chantiers. Hein. Donc la parité elle est importante sur ces deux niveaux. Mais excusez-moi, Ahmed Assid, ce que nous dit Dr Helou, c'est que physiquement, il a parlé de testostérone, il a parlé d'un certain nombre de choses. Physiquement, je vous vois sourire. Pourquoi? Je dis que physiquement, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Parce qu'il ne s'agit pas parce qu'il ne s'agit pas du côté physiologique. L'être humain, c'est une raison, c'est une personnalité, c'est aussi des sentiments et c'est aussi une action. Hein, d'accord? Donc, aujourd'hui, les filles au baccalauréat ont 67% de résultats. Et 33% pour les garçons. Mais ça disparaît, ça s'évapore entre-temps dans le travail. Absolument, parce qu'on regarde toujours la femme à travers ces clichés, hein, qu'elle n'a pas les muscles de l'homme, qu'elle n'a pas les mêmes... Non, je crois que le concept d'égalité a été, c'est-à-dire pendant les 2 derniers siècles, a été forgé de manière philosophique pour le respect de l'être humain. La femme est un citoyen à part entier. Et on ne peut pas la sous-estimer sous prétexte qu'il y a un texte religieux ou bien sous prétexte qu'il a un problème... C'est ce qu'il a demandé, les références. Ah, ça c'est important. Sur lesquelles on parle. Oui, quelles sont les références? Il a posé une question intéressante. Eh bien, je crois que dans la Constitution, il y a le référentiel. Le Maroc a choisi de ne plus revenir en arrière et de ne pas rester figé dans le moment présent et d'aller vers l'avenir. Mais comment aller vers l'avenir? Bien entendu, en faisant un équilibre entre notre passé et entre notre avenir. Et cet équilibre, c'est avec un référentiel traditionnel ouvert. Hein, et il faut rappeler la lettre adressée à monsieur le chef du gouvernement par le roi Mohamed VI, et il y a des phrases très très intelligentes. Il a parlé de prendre en considération l'évolution de la société, la mutation, l'ouverture de la société sur l'extérieur. Oui, sur l'extérieur, les principes religieux, mais aussi de pratiquer ce qu'il a appelé al-ijtihad al-munfatih. Pourquoi il n'a pas dit l'ijtihad? L'ijtihad al-munfatih, ça veut dire l'ijtihad, c'est-à-dire qui s'ouvre sur l'avenir et qui nous permet une relecture du référentiel religieux qui n'est pas, bien entendu, fermé. Hein. Le fiqh, c'est pas fermé. Hein, parce qu'il y a des fuqaha qui peuvent trouver des solutions pour la société d'aujourd'hui à partir de ce référentiel religieux, mais en essayant de prendre en considération tous les changements dans la réalité. Parce que finalement, le point, c'est-à-dire la plus grande force devant laquelle on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vaincre, c'est la force de la réalité qui nous impose beaucoup de choses. Alors, je crois qu'il y a une différence au niveau de la perception de la réalité entre vous deux, Dr Helou, quand vous parliez. Vous avez parlé aussi des taux, du nombre des divorces. En creux, ce que j'ai compris, si c'est faux, vous me corrigez, ce que j'ai compris, c'est que cette plus grande liberté accordée aux femmes dans le fait, même dans le fait de divorcer, a augmenté le nombre de divorces. Bien. Or, il y a eu un code de la famille en 2004. Et puis 20 ans après, on est encore en train d'en faire un autre. Entre-temps, la société a énormément évolué. Et entre-temps, il y a beaucoup de migrations, de gens qui sont partis et de plus en plus féminisés. Quand on va demander aux femmes qui ont quitté, oui, ben parce que certaines règles, certaines réglementations ne nous arrangent pas. Alors, je vous pose cette question de comment le Maroc peut s'inscrire dans la marche du monde, dans l'évolution du monde,
tel que ça a été dit par Sa Majesté, tel que on le constate dans la vie de tous les jours, tout en maintenant sa spécificité culturelle et religieuse. On est bien d'accord sur le fait qu'il faut maintenir ce substrat, ce référentiel, mais il y a quand même des choses qui évoluent. Alors, Aziz, les réformes, on en a eu et on en aura encore. Parce qu'en réalité, on a, dans le cadre de ce qui est dit, des contradictions. Donc en fait, la pratique nous donnera beaucoup de problématiques. J'aimerais juste revenir sur 2 points avant de répondre à votre question, si vous le permettez. Bien sûr. Toute discrimination n'est pas négative. Par exemple, le congé maternité, ce n'est pas négatif, sauf si vous voulez l'enlever. Donc à partir de là, toute discrimination n'est pas négative. Et quand on dit que... on ne va pas l'enlever, on va ajouter le congé de paternité. Moi, je ne dirais pas que les mentalités des hommes sont archaïques, parce que ça nous mettrait sur le dos beaucoup d'hommes très intelligents, très innovants, très utiles à la société. Donc les mentalités, ça c'est quelque chose qui est assez subjectif en termes de jugement, mais la raison par contre c'est quelque chose d'un peu plus objectif. Quand on dit que 66% des filles ont le bac avec des meilleurs résultats, ça c'est une question qui revient beaucoup dans les débats avec les modernistes. En fait, ce qui fait que les filles ont beaucoup plus de bons résultats que les garçons, c'est que les filles sont encore plus dans cette tradition que les garçons. On ne laisse pas la fille sortir le soir faire ce qu'elle veut, on laisse le garçon sortir le soir faire ce qu'il veut. La fille, ça a beaucoup plus que le garçon. Donc on a donné beaucoup plus de liberté. Et là, on pourrait dire que c'est une sorte de patriarcat déplacé aux garçons que la fille. Donc le garçon a beaucoup plus de latitude. Excusez-moi, je vous interromps là-dessus. La fille n'a plus besoin de sortir physiquement pour être dehors. Elle a Internet devant elle. Oui, parfois même, elle peut faire des choses sur Internet qu'elle ne ferait pas dehors. On est d'accord, mais toute chose égale par ailleurs, quand on a la possibilité de fréquenter d'autres personnes à l'extérieur physiquement, de faire d'autres activités alors qu'on devrait être en train d'étudier, eh bien la probabilité d'échouer est plus grande. Ça, c'est une question de temps. Alors maintenant, pour répondre à votre question qui est très intéressante, le Maroc, est-ce qu'il va s'inscrire dans une marche? Déjà, moi je pose la question encore dans un cadre de rigueur, est-ce que c'est une marche ou c'est un diktat? C'est-à-dire, et on marche vers quoi? Le progrès, d'une manière générale, est-ce qu'il est toujours bon? Non, on peut avoir un progrès de cellules cancéreuses dans le corps, ce n'est pas un progrès qui est bon. Donc tout progrès n'est pas bon. Je donne un exemple qui est très révélateur de l'état des sociétés occidentales qui sont souvent apportées comme modèle, le suicide. Le suicide, les taux de suicide les plus élevés dans le monde, ils sont où? Ils ne sont pas dans les pays musulmans. Ils sont au Japon, ils sont en Corée du Sud, dans les pays scandinaves. Et le meilleur indicateur d'un état de mal-être social, c'est ça. Aux États-Unis, la vente des antidépresseurs a été multipliée par 7 depuis les années 2000. Cela étant, on n'a pas tout à fait les chiffres en Afrique d'une manière générale sur les suicides, parce que ça reste quelque chose qui est... Non, le suicide, c'est quelque chose qui est cadré par la police. Donc, en réalité, ça, c'est quelque chose, on a des rapports, des médecins légistes, etc. Donc, c'est des choses qui sont relativement cadrées. Maintenant, ce XXe siècle, vers lequel on est arrivé, je rappelle que le XXe siècle, c'est le siècle qui a été le plus sanguinaire pour l'histoire de l'humanité. On a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le plus grand nombre de victimes, et on doit lire pour comprendre un petit peu cette inscription dans le cadre international, elle vient d'où? Ce n'est pas une volonté émancipée, on a des dictates. Je vous encourage à consulter le livre de John Perkins, Confessions of an Economic Hitman, d'un assassin financier. Il montre comment, en collaboration avec les plus grandes puissances et leurs départements d'État étrangers, avec les institutions internationales, on dicte un certain nombre de dictates aux pays qui sont dans une situation un peu plus faible. Et donc, aujourd'hui, la question à se poser, c'est est-ce que les gens, au Maroc, on a un musée national de la résistance. Les gens sont morts. Les gens ont lutté contre le colonialisme, qui avait justement ce genre de projet. Et ils ont sacrifié leur vie, leur avenir, leur famille, etc. Est-ce qu'ils ont fait cela pour qu'on vienne ensuite continuer le projet colonial que lui était porté, ou bien est-ce qu'ils ont fait cela pour, à la fin, après 100 ans, avoir la possibilité de légaliser la prostitution ou le LGBTisme ou des sex shops à chaque coin de rue? Donc c'est quelque chose... Il y a le juste milieu. Une question, il y a le juste milieu. Le juste milieu, on va y venir parce que ça dépend du référentiel. Et justement, on doit sortir de ce référentiel passéiste qui se base sur la modernité. La modernité aujourd'hui est dépassée. C'est un référentiel du XVIIIe siècle. C'est le référentiel passéiste qu'est la modernité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la modernité, c'est un courant philosophique qui est cadré à partir de la fin du XVIIIe siècle et qui s'arrête au XXe siècle. À partir de là, on a d'abord un événement majeur aujourd'hui qui montre que ces messages de la modernité sont des messages creux. Gaza nous montre qu'on a un génocide. Tout ce qui est droits de l'homme, droits humains, droits universels, droits de la femme, droits de l'enfant, les enfants sont
déchirées, déchiquetées, les femmes sont déchirées, déchiquetées, et les institutions internationales qui sont censées porter ce message des valeurs des droits de l'homme universels sont incapables de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'une partie du monde a failli, docteur non, que nous allons remettre en cause. C'est pas affailli, c'est que quand quand il s'agissait de condamner un État, on le soutient militairement et via les avions espions et via un certain nombre de choses. Alors, donc, et aussi, je termine vite si vous le permettez, on a aussi des exemples de cette modernité où la Suède, par exemple, teste ses avions en pré-vente en Afghanistan, sur les civils. Donc on doit faire un petit peu d'épistémologie et se poser la question, c'est constante. On va spécifier cette modernité par ses constantes. Est-ce qu'on va rester dans un relativisme matérialiste? Par exemple, aujourd'hui, dans un cadre de société matérialiste, les personnes de troisième âge sont des personnes qui ne produisent plus. On les met dans une sorte de parking, de maison de retraite. Ça, c'est contraire à nos valeurs. Donc à partir de là, j'aurais une question, c'est justement dans ce cadre-là, c'est que dans l'une de ses interviews bien connues, il disait que on pouvait le considérer comme l'adini, c'est-à-dire hors de la religion. Mais la question, c'est que dans nos constantes, on a l'islam, l'article 3 de la Constitution, et le malikisme. Est-ce qu'il est d'accord avec ces constantes? Est-ce qu'il est d'accord, par exemple, quand on a une directive qui sort dans les articles de presse, la Banque mondiale recommande au Maroc de faire plus d'égalité. La Banque mondiale demande au Maroc d'intégrer des choses de la théorie du genre. La Banque mondiale qui diffuse dans son site web officiel deux référentiels différents, le fait que les relations sodomites augmentent la croissance. On va le laisser répondre, allez-y. Merci. Alors j'aimerais rebondir sur deux... Il y a eu des questions directes. Oui, deux idées globalement sur le référentiel. Ok, voilà, allons-y. Alors avant le référentiel, j'aimerais rebondir sur deux idées de Selhalou. La première, celle de la mentalité masculine. Pour bien clarifier les choses, les hommes marocains croient que leurs privilèges dans le référentiel traditionnel religieux sont des droits, alors que non, ce ne sont pas des droits, ce sont des privilèges. Et ils doivent bien entendu accepter que ces privilèges ne pourront plus continuer pour les droits des femmes et pour les intérêts des enfants. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis une mentalité archaïque, parce que ils n'acceptent pas, les hommes n'acceptent pas que les femmes aient des droits de citoyenneté parce qu'ils se croient avoir une tutelle sur la femme. Et ça, excusez-moi, ça ne peut pas cette question. Est-ce que vous pensez que le raisonnement développé par Dr Talal Hello est archaïque? Quoi? Pardon? Est-ce que vous pensez que le développement... Mais non, je ne parle pas de... Je parle de... Non, je parle de la mentalité masculine. Amitié, mais ça reste quand même un débat. Écoutez, en ce qui concerne les élèves, pourquoi les filles excellent dans l'enseignement? Ce n'est pas pour les raisons citées par Selhalou. La première raison, c'est parce que les filles ont l'obligation d'exceller pour se libérer, pour avoir l'indépendance et l'autonomie économique. Parce que sans cela, il n'y aura pas de dignité pour ces filles. Donc, ils s'accrochent à leurs études pour se libérer. Parce que s'ils restent dans la famille, ils seront mariés avec un homme qui peut ne pas être responsable, qui peut être très violent, et puis ils ne peuvent pas demander le divorce parce qu'ils ne sont pas autonomes. Ils dépendent de nafaqa de l'homme. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils excellent dans les études pour garantir un avenir meilleur. Alors, le référentiel. Le référentiel de l'État du Maroc, ce n'est pas revenir à le fiqh traditionnel. Il n'existe aucun document qui parle de ça. Donc, il y a le référentiel religieux, il y a les principes religieux, d'accord, mais comment est-ce qu'on doit lire et comprendre et expliquer et interpréter ces textes religieux? C'est là le travail, le vrai travail. Alors, tout le monde sait qu'il y a une religion. Et moi, en tant que défenseur des droits humains, je dois respecter toutes les religions qui sont au Maroc, parce qu'il n'y a pas que l'islam. Il y a l'islam, plusieurs doctrines, il y a l'islam sofi, il y a l'islam salafi, c'est l'islam des frères musulmans, il y a l'islam populaire des masses populaires, il y a les chiismes, il y a les bahaïs, il y a les chrétiens, il y a les juifs, etc. Moi, je respecte tous ces gens-là, mais je ne permets à aucun d'eux d'essayer d'imposer son mode de vie ou ses choix personnels à tout le monde et rendre sa religion un ordre social.
Voilà, c'est là le problème. La religion, elle est là, et les musulmans sont là, mais la société à laquelle les textes religieux ont répondu n'existe plus. Donc, la réalité humaine change, et les textes sont restés là. Comment est-ce que les textes peuvent se mobiliser aussi avec la réalité? C'est à travers la lecture humaine. Donc tout ça, les textes dont on parle, la Constitution, tout ce qui a été soulevé par Sidi El Helloul, c'est humain. C'est humain, c'est notre travail. Donc le Maroc a choisi d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir. Il n'a jamais choisi de revenir en arrière. On n'est pas un État religieux. Donc nous avons le référentiel Et les religieux, structures d'un État moderne ont commencé chez nous depuis 1912 et on est en train d'essayer d'accomplir un peu le processus démocratique et le processus, c'est-à-dire de démocratisation dans notre pays. Donc, le référentiel religieux doit être lu à partir d'une réalité humaine qui change pour pouvoir répondre aux droits des citoyens. Et bien entendu, quand on parle de constante du royaume, c'est la Constitution parle aussi des droits humains comme étant un tout indivisible et tel qu'il est reconnu sur le plan international. Et puis aussi, on parle de la suprématie des droits humains sur les lois nationales. Et les constantes du royaume, parmi ces constantes, il y a la religion musulmane. Mais comment la lire? Est-ce que c'est la religion des salafistes ou bien la religion des ulama marocains qui ont toujours été des gens vigilants, qui ont toujours essayé de... Ça, c'est le cœur du sujet. Ça répond à votre question, Dr El Helloul? En partie, je pourrais revenir sur ça. Oui, c'est-à-dire qui ont toujours fait cette adaptation des textes avec la réalité. Et les ijtihadat des ulama de Sousse est un modèle. Moi, j'ai entendu des conservateurs parler pendant les 2 ans de débat sur la Moudouana et dire on refait ceci, on n'accepte pas cela, il y aura la guerre civile si on fait ça, alors que tout ce qu'ils rejettent, il a déjà été accepté par les ulama de Sousse et par Beno Ardon aussi au nord. Donc, on a des exemples à suivre à l'intérieur. Mais moi, sincèrement, je le dis à Sidi El Helloul, je préfère qu'on discute de nos problèmes à l'intérieur, sans parler des forces extérieures. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous l'Occident, on connaît tous les colons, on connaît tout le passé du colonialisme. Mais il ne faut pas trop axer sur la théorie du complot, parce que ça nous empêche de voir clair à l'intérieur. Il faut absolument essayer d'accomplir notre processus démocratique à l'intérieur, à travers le débat, à travers l'échange. Pourquoi? Pour qu'on soit fort, pour affronter les défis de l'extérieur, pour être un pays solide qui peut résister aux défis de l'extérieur, il faut qu'on soit démocratique. C'est bon, Ahmed Assid. Alors, vous voulez réagir à ça rapidement parce qu'il reste 10 minutes, hein, ça passe très vite. Ah, déjà. Oui, donc rapidement, la question c'est... moi, ça m'interpelle. Les structures de l'État moderne ont commencé en 1912, donc ça consolide ma conviction que cette modernité est importée, est imposée plutôt par le colonialisme, parce qu'en 2012, on a le protectorat. Maintenant, respecter... On a choisi de la garder. Après l'indépendance, on a choisi... C'est là où on dit est-ce qu'on a des dictats financiers internationaux ou pas, parce qu'à partir de là, je pense que je l'ai démontré, mais on va revenir dessus aussi, les mots ont un sens quand on dit la religion. C'est pas parce qu'on a une divergence sur un point secondaire dans la religion que tous les avis se valent. On a des choses qui s'appellent ijma' en islam, on a des choses qui s'appellent ijma' et on a des choses qui sont sujets de divergence. Il n'y a pas de problème. Les questions de divergence, elles sont traitées dans un cadre scientifique, pas par vous et moi ou le CRC, elles sont traitées dans un cadre scientifique. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'un médecin, vous allez chez quelqu'un qui a la reconnaissance des pairs. Si vous faites un doctorat, vous voulez publier un article, vous allez chez des professeurs qui ont la reconnaissance des pairs. Quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance des pairs n'est pas qualifié pour discuter de ces questions jurisprudentielles. Alors, on continue. On va passer alors j'aimerais juste clarifier un petit point de 1912. Sidi El Helloul ne doit pas oublier que c'est le roi, c'est le sultan de Maroc qui a signé le protectorat, et dans le protectorat, il y a la pacification des tribus révoltées par l'armée française, mais il y a aussi l'instauration des institutions modernes au Maroc. Ça veut dire que c'était par une volonté de la monarchie
marocaine. Là, ça, et c'était en toute la 1900, bourgeoisie, ça, c'est pas attendez, vraiment le et toute sujet. la bourgeoisie, C'était en toute la 1900. bourgeoisie Non, c'est urbaine. important, c'est parce qu'il y a eu une acceptation, et moi c'est ce que je disais en Non, 1980-90, et même maintenant il y a Même une toute acceptation. la bourgeoisie Le Maroc- urbaine, le Maroc toute était la exclu. bourgeoisie urbaine était alliée du résident général, du premier résident général, pour moderniser le Maroc. À Fès, à Salé, à Rabat, à Marrakech. D'ailleurs, on Ils le voit étaient- même maintenant, dans la société actuelle, nous sommes en 2025, la frange, encore une fois conservatrice, est la frange qui a envie de Non, on faire... a dit le dans- musulman est progressiste par essence. Non. Comme ça, le musulman est progressiste par essence. Ah ben alors on est d'accord. Ben, J'aimerais Donc, le j'aimerais bien progrès- le voir, mais- les Voilà, textes. mais on va y arriver. On va y arriver, Il a parce que parlé sinon, on va tout à rester l'heure dans cette question, on va pas il a se- parlé Alors- tout à l'heure des spécialistes de la chose. Moi, je suis pas frais, je peux pas faire la fatwa. Mais le Mejlis al-Ilmi al-Ali, il peut la faire. Ils l'ont fait. Alors, Et pourquoi ça a été rejeté? on avance. Pourquoi qu'on avance. Alors, je voudrais passer sur cette grande polémique qu'il y a eu dernièrement. Il y a plusieurs questions, je vais en sauter une ou deux, mais il y a eu une grande polémique dernièrement sur les festivals, la politique festivalière, tout ce qui est la scène, tout ce qui est la festivité, le divertissement. Et il y a eu une grande polémique en ce qui concerne l'immense, le gigantesque, le record concert de Le Grand des Toto avec ses 350 000 personnes. Quel est votre avis sur cette polémique et sur cette prestation, docteur Lhlou? Essayez de ne pas dépasser 2 minutes et on essaie d'avancer. Même chose pour vous, Ahmed Assid. Écoutez, Platon considérait que dans la ville idéale, il n'y a... Platon, Mathieu Grand des Toto. Mais on parle des normes et des règles. Après, ça s'applique au sol. Après le fora, il n'y a pas de problème. Platon considérait que dans sa cité idéale, dans la République, qu'il n'y avait pas d'artistes et de poètes. On n'ira pas jusque-là. Mais la question de l'art, c'est une question qui, justement, implique les éléments du beau et du subjectif. Est-ce que toutes les formes d'art sont acceptables? Est-ce qu'on n'a pas de halal haram dans l'art? Ça n'existe pas. C'est un secteur qui est préservé, privilégié, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des artistes qui ont été condamnés par la justice partout dans le monde parce qu'ils ont franchi des limites. Donc il y a des formes d'art qui parlent beaucoup plus aux Marocains que de recevoir une artiste qui vient une chanteuse qui vient d'un autre pays en train de se déhancher son postérieur devant des jeunes hommes de 14 ans qui ont toute la testostérone nécessaire pour comprendre exactement ce qui se passe devant eux. Mais ça, il le voit dans les télés, docteur Lhlou. Il le voit sur Internet, il le voit partout. Il y a une différence entre quelque chose à laquelle on arrive de manière officieuse et quelque chose à laquelle qu'on organise de manière officieuse. C'est le temps, Diana. Donc ces jeunes-là ont toute la testostérone nécessaire pour comprendre ce qui se passe devant eux, mais on va leur dire vous allez attendre 20 ans pour vous marier. Mais pourquoi Parce que l'âge du mariage de l'homme a reculé à 32 ans. Pourquoi laisser un jeune garçon ou une jeune fille décider de ses études? Je veux faire médecine, je veux faire droit, je veux rien faire, je veux faire études ceci ou études cela, mais dans les goûts, on va lui imposer un goût. C'est ça le problème. Non, on n'impose pas les goûts. Le goût, c'est subjectif. On ne peut pas imposer un goût. Mais c'est ça. Regarde pas ça, regarde ça. Personne n'a ni le droit, ni le pouvoir d'imposer les goûts parce que les goûts ne se discutent pas. Comme la croyance et comme la foi religieuse. On n'impose pas une religion aux gens. Comme on n'impose pas le goût. Alors, en ce qui concerne les festivals de la musique... Vous terminez. Mais sachant qu'il reste 7 minutes, je vous le dis. Oui, mais le temps de parole est déséquilibré. Puis il y a le culturel aussi. Si. Donc du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'on a une politique culturelle ou bien on est dans un fascisme déculturant, c'est-à-dire qu'on a une culture universelle qui a été, comme l'a dit le philosophe Marcus de l'école de Francfort, qui a été phagocytée par le capitalisme et qui s'impose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le critère, c'est quoi? Le critère, c'est quoi? C'est la rentabilité. Je peux pas vous le laisser critère, dire, c'est la rentabilité. Il y a eu les Gnawa une semaine avant, à Souera, il y a eu Jazz à Casa, il y a les festivals de musique sacrée à Fès, c'est ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis que quand le rap est vulgaire et qu'il promeut des choses comme la drogue ou le crime à partir du moment où il est rentable, il n'y a pas de problème dans la vision capitaliste. Maintenant, on a des dizaines d'organisations au Maroc qui luttent contre la drogue et qui luttent contre le trafic de drogue. Et on dépense énormément de montants. Donc, et demander aux gens du House qui faisaient leur manifestation en même temps que ce festival parce qu'ils étaient encore sous détente 2 ans après. La question que j'ai, c'est d'un point de vue du paradigme. On veut la liberté d'expression. Pourquoi l'imam, quand il dénonce des déviances religieuses, on le démet de ses fonctions? Au final, la liberté d'expression. Un festival, il sort. Où est la liberté d'expression? On nage en pleine contradiction. Et c'est pour ça que... il faut que ce soit déjà... il faut que ce soit établi, parce que, en général, ils savent ce qu'ils disent. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va importer l'Europe telle que l'a dit Taha Hussein, on doit être européen avec tout ce que ça implique de bon ou de mauvais, ou là, on va garder nos constantes qui sont justement les spécificités qui sont énoncées dans l'article 19 de la Constitution. Là, on va laisser le darwinisme culturel, c'est-à-dire la culture de celui qui a le plus d'argent et le plus fort, va s'imposer comme Hollywood.
tout simplement. C'est pas la culture, c'est pas une question d'argent. Là, Alors, personnellement, Aujourd'hui, les permettez- films les plus diffusés dans le monde viennent d'où? Si vous me permettez... Non, non, dites-moi, c'est- répondez-moi. Ça peut être Hollywood, ça peut être Non, 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 Bollywood. la Ça peut être majorité- Hollywood, ça peut être Bollywood. Non, non, Les deux. Bollywood, c'est marginal, c'est un Et éphémère. voilà, c'est Bollywood, non, Là, ok. moi, je parle des box-office. Moi, je Alors, parle des si vous le box-office. permettez, c'est Aziz. تفضل. On ne peut pas imposer aux artistes... Personne n'impose. Hein. Là, là, on ne peut pas imposer aux artistes 5 minutes. le critère halal-haram. Ça n'existe pas dans le domaine de l'art. Il n'y a pas halal-haram. Et puis halal-haram, répond à votre question. Ça, c'est clair. halal-haram, Ça, c'est c'est clair. individuel. Ça concerne la personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est croyant et qui croit que le vin est haram, il ne le boit pas. Il est libre. Et moi, je le soutiens. Mais il n'a pas le droit d'imposer ses choix aux autres. Alors, le côté art, c'est liberté pure. Hein? On ne peut pas créer si on n'est pas libre. Il faut avoir l'esprit ouvert, libre, ouvert sur toute l'humanité, ouvert sur toutes les composantes du pays pour être un bon artiste. Alors, si aujourd'hui, on a des phénomènes qu'on n'apprécie pas, je peux être d'accord avec Selhlou, un genre Mais les musical... artistes ont été condamnés. Oui, je peux être d'accord avec lui en ce qui concerne un genre musical qui ne me plaît pas. Mais je ne peux pas me permettre de dire que tous ces jeunes-là qui l'écoutent sont égarés parce que j'appartiens à une autre génération. Et nous aussi, quand on était jeunes, on aimait des choses que les grands refusaient ou rejetaient. Donc c'est comme ça. Mais il faut une chose, il faut rappeler une chose, c'est l'éducation. Dans la famille et à l'école, il faut absolument, et ça on l'a raté, et je le dis à haute voix, on l'a raté depuis 1956, quand on a exclu les arts de l'école marocaine. Parce qu'il y avait des gens qui se croyaient sages, et très, c'est-à-dire فاهمين بزاف, et qui ont dit هاد الفنون لهو وعبث. Alors aujourd'hui, il y a une société analphabète dans le domaine de l'art. Il faut une éducation artistique équilibrée si vous voulez que les jeunes aient un goût pour choisir un art qui est, c'est-à-dire de la qualité qu'on espère. Bien entendu, les festivals, c'est important. La culture des Marocains, c'est une culture de la gaieté, c'est une culture de la joie. Hein. On a grandi dans la danse et dans la chanson, dans notre milieu familial, et on a pratiqué toutes sortes d'arts traditionnels chez nous, dans notre village natal, avant de venir au milieu urbain. Donc, on ne peut pas entendre aujourd'hui parler de halal haram dans l'art parce qu'il n'y a pas. Et puis je rappelle que le deuxième siècle de l'Hégire et le troisième siècle de l'Hégire, c'était l'art de la musique et de la danse et du chant et de la poésie, même on peut dire érotique. Hein. Ça a été chanté. Vous pouvez voir le livre Al-Aghani de Abel Faraj. En matière d'érotisme, on a ça dans notre culture contemporaine aussi. Donc dans voilà, les il n'y a chansons. rien. On va pas les citer tous, mais bon. Voilà. Donc à mon sens, il faut éduquer. Alors, parce que il faut qu'il y ait l'art à l'école. Le théâtre, la musique. 2 minutes pour conclure pour Dr. La danse, Mahlouk. etc. L'art, quand il transgresse les règles juridiques et légales, ne peut pas être accepté. Pour conclure, moi je dirais que je recommanderais un livre très intéressant. C'est le livre de Hans Hermann Hoppe qui s'intitule « La démocratie, cette divinité qui a échoué ». Aujourd'hui, comme disait Michel Colomb, cet Occident que l'on voit qu'on idéalise, c'est Michel Colomb, le chercheur belge que vous connaissez probablement. L'Occident est une simple civilisation de spoliation. Je n'irai pas jusqu'à ce qu'il dit, mais en réalité, toutes les manifestations de richesse et d'art et de florilège civilisationnel, une grande partie, c'est-à-dire liée à, vous savez, l'Inde, 45 000 milliards de dollars ont été pillés de l'Inde au Royaume-Uni. Alors avec ça, on ne va pas construire des jolis trottoirs, on va aller bien plus que ça. Et donc, il faut lire les statistiques. Les faits sont têtus, les études scientifiques sont têtues, les implications sont très importantes. Les modernistes ne parlent pas des conséquences de leur idéologie. Aujourd'hui, on est en train d'appeler à une liberté totale, ce qui implique plus d'alcool, plus de zina, plus d'inceste, plus de prostitution. Comme en Hollande. Respecter la loi. C'est ça. La loi peut rendre légale la prostitution. En Hollande, c'est légal. Vous passez, il y a des
vitrine, il y a des femmes, vous payez, il n'y a pas Ça de les problème. regarde. Donc à partir Ça de les là, concerne, ça. c'est une transformation de l'intérieur par des chevaux de Troie. Et on est dans un cadre néocolonial où on véhicule des valeurs universelles. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent on entend cette question de taqlid qui est mauvaise, mais les gens qui défendent le concept des droits universels n'ont jamais critiqué ce corpus. Est-ce que ce corpus est idéal? On ne les entend pas sur ces éléments. Donc moi, j'aimerais réveiller et libérer les réactionnaires du XVIIIe siècle, parce que la pensée passéiste de la modernité, elle est dépassée. Et comme disait Wael Hallar, professeur universitaire à Columbia, Ce sera le mot de la fin. Al-Hadathiyoun, les modernistes ont détruit et démoli tout ce qu'ils ont touché. Aujourd'hui, Gaza montre qu'on est devant une faillite du modèle occidental, à tel point que le directeur de la fac de droit au Liban, à Beyrouth, s'est excusé d'enseigner à ses étudiants les droits humains. Et comme je disais, un point, hors de la religion, dans le cadre ladini, tout est permis. Une phrase. Une petite phrase. Quand on critique trop l'autre, on ne peut pas faire notre autocritique. Si, on l'a fait, on le fait. Dernière phrase, parce que c'est vous qui concluez. Là, bien sûr, on fait notre autocritique. Et j'aimerais que les Marocains prennent conscience du fait que ce prisme néocolonial dans lequel on est, on a des messages creux, mais quand on vient à la pratique, ça ne marche pas. Merci Talal Hello, merci Ahmed Aseba. Globalement, vous n'êtes pas d'accord sur grand-chose, même vous êtes d'accord sur rien. Il faudra revenir sur un certain nombre de sujets parce que c'est intéressant. Merci à vous d'avoir suivi ce débat sur Frontal et à la semaine prochaine.